drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Les travaux de la génétique ont montré aujourd'hui que les anciens Égyptiens, dans la partie qui a créé l'ancienne Égypte, c'est-à-dire au nord de la première cataracte, c'est des Berbères. Ce sont des Berbères. Ils n'ont rien à voir avec les populations nubiennes. On a par les études génétiques, on sait très bien quelles sont les populations. Donc, si tu veux, le problème de... Question pour ceux qui ne le savaient pas déjà, Toutankhamon, est-ce que le célèbre pharaon était noir ? Eh bien, c'est justement la question, on va dire, problématique par rapport aux égyptologues occidentaux qui soutiennent qu'il était blanc ou qu'il était métis. Et pour nos auditeurs comme ça, alors comment on pourrait se représenter Akhenaton ? Eh bien, comme un homme normal, tout simplement, mais un homme à peau noire. Hein. N'oublions pas que les Égyptiens avaient une peau noire dans l'Antiquité. Ils l'ont toujours un petit peu maintenant, mais ils l'ont perdu au fur et à mesure des passages des populations sur le sol égyptien. Mais le peuple égyptien, je déteste cette expression négroïde parce qu'elle a des connotations raciales lamentables. Malgré tout, c'est une réalité biologique. C'est très utile pour les politiques qui voulaient le pouvoir. C'est très utile de dire que le noir descend de son cocotier et qu'il est proche de l'animal, qu'il n'est pas évolué, comme disait François. C'était vraiment très, très pratique. Et quand ils vont, toute la clique de Napoléon se retrouve en Égypte. En Égypte, il y a ce magnifique sphinx que l'on voit. Et puis il y a Volney, qui est un grand intellectuel de l'époque, qui regarde le sphinx et qui se dit... C'est pas une tête d'arabe, ça, le sphinx. Les pommettes hautes, la bouche épatée comme ça. Il regarde les coptes autour et il se dit c'est un croisement entre un noir et un blanc. Enfin, il y a quelque chose de négroïde dans le sphinx. Et évidemment, tout ça, ça a été étouffé. C'est dans ses écrits. Hein, Volney dit le sphinx est noir. Enfin, le sphinx est plus proche du noir que de l'arabe. C'est ce qui est logique puisque les arabes sont venus largement après la fin de l'Empire égyptien. Dites-le aux téléspectateurs. Non, pour moi, Toutankhamon, mais quand on voit ses parents, c'est ce qu'on appelle un kamite aujourd'hui, un Rémétou de l'Égypte antique, parce que les Égyptiens un kamite, anciens, c'est un Africain noir, comme on veut, mais il s'était donné des noms. Et les Égyptiens anciens s'appelaient en réalité Rémétou. Donc j'ai utilisé bien le vocabulaire que eux utilisaient aussi pour se désigner. Alors selon vous, il était noir, tout comme l'ensemble de l'Égypte ancienne. Comme l'ensemble oui. Si on considère la question à partir des dynasties, toutes les premières dynasties sont négro-africaines, elles sont kamites, elles sont rémétou. Et puis, à partir des invasions qui arrivent bien plus tard, quelques millénaires plus tard, mais il y a des métissages en effet. Alors, comment expliquer cette interview du Point, vous en parlez dans votre livre, daté du 11 avril 2019, lors de l'expo Toutankhamon à la Villette, celle de l'égyptologue française Bénédicte Loyer, Toutankhamon, nouvelle victime du complotisme, point d'interrogation. Bonsoir Antoine Fenot. Bonsoir Audrey Racine. On va se pencher ce soir sur un dérapage complotiste d'une personnalité, et pas n'importe laquelle, c'est Gims. On va voir ce qu'il a dit, ce chanteur star en France et au-delà. Absolument. Gims, qui, il faut bien le dire, a plus ou moins dérapé, vous allez le comprendre. Tout ça, ça part d'un entretien, d'un podcast qu'il a accordé à une chaîne YouTube que vous voyez juste ici. J'ai pris une capture d'écran pour vous, qui s'appelle We Hustle, c'est le nom de cette chaîne. Et bien pendant plus d'1h30, et vous le voyez ici, avec l'intervieweur, eh bien il se livre à un échange sur la religion, la géopolitique, le show business, la famille, le social, tout un programme, me direz-vous. Vidéo vue plus d'1 demi-million de fois tout de même, mais c'est surtout plusieurs passages même qui ont retenu mon attention et pas que la mienne. Vous allez voir, j'ai choisi donc pour vous quelques extraits. C'est Wakanda. Voilà, je vous laisse écouter, c'est un court extrait. C'est le futur vraiment chez nous. À l'époque de l'Empire de Couche, il y avait l'électricité. Les pyramides qu'on voit là, au sommet, il y a de l'or. L'or, c'est le meilleur conducteur pour l'électricité. C'était des foutues antennes. Les gens avaient l'électricité. Les gens, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Voilà, les gens n'arrivent pas à comprendre ça et visiblement ils ne sont pas les seuls car vous avez compris donc un propos ouvertement complotiste de Gims qui nous dit, eh bien là vous l'avez entendu, que les pyramides de l'Égypte antique étaient recouvertes d'or et servaient à conduire de l'électricité que les Égyptiens avaient déjà découvert, rien que ça à l'époque. Ça continue sur le même acabit avec des affirmations comme quoi des hommes et des femmes à la peau noire auraient peuplé l'Europe avant les Européens et qu'il existait des chevaliers noirs que les historiens ont
ont décidé de supprimer... Il y a 8000 ans, les populations installées en Europe étaient noires. Alors ça, c'est quand même connu. Et c'est pas vraiment une très grande surprise. D'ailleurs, c'est pas même un fait caché par les historiens. L'article que Gims mentionne, il fait que relayer des articles scientifiques qui sont consultables par tout le monde. Il n'y a rien de caché. Alors, ça va être complexe quand même de résumer l'histoire en 2 minutes. Mais Homo sapiens, de base, il est noir de peau. Ça, c'est une réalité. Donc, quand les vagues de migration d'Homo sapiens arrivent en Europe il y a 40 000, 45 000 ans, eh ben oui, ils étaient noirs de peau. Après, on a de plus en plus d'études qui nous montrent que cette pigmentation de la peau, elle s'est maintenue encore pendant des milliers d'années. Et oui, il y a 10 000 ans, en Europe de l'Ouest, tous les Européens, dont les archéologues ont pu étudier l'ADN, sont noirs de peau. Égyptienne pharaonique, ce qui nous émerveille tant, a été bâtie par des hommes qui avaient un taux de mélanine assez élevé, qu'il y a même une science qui s'est constituée, qu'on appelle les africanistes, qui existe encore aujourd'hui. Quand vous allez au Louvre, vous avez affaire à des africanistes. C'est quoi les africanistes? Ce sont des blancs spécialisés des noirs, spécialisés de l'Afrique, et qui nous disent à longueur de page, oui, mais c'était pas trop des noirs, non. Parce que dans les années 30, on pensait que c'était évidemment des caucasiens qui avaient créé l'Empire égyptien, puis qui étaient repartis dans le nord. C'était tellement... La plupart des historiens avaient considéré que les civilisations du monde se trouvaient en Égypte, au Moyen-Orient, en Mésopotamie, en Grèce ou à Rome. Et que dès qu'on parlait de l'Afrique noire, on considérait que c'était un pays de barbares. Et tout à coup, de s'apercevoir que ces habitants étaient capables de créer des statues d'une qualité pareille. Et nous avons eu la chance, au travers de cette cachette, de comprendre tout cela d'un seul coup. Alors bien sûr, aujourd'hui, je dirais pas qu'on a oublié la découverte de la statue. Au contraire, elle reste encore très marquée. Mais on a découvert des villes plus anciennes. On a découvert la manière de construire, la manière de vivre des hommes, de s'organiser avec leurs institutions. Donc, pour nous, c'est aussi important que les statues. C'est différent, mais c'est important. C'est l'ouverture au monde d'un immense territoire qui était considéré comme sauvage et qui devient un territoire extraordinairement sophistiqué et complexe et qui apporte des éléments fondamentaux sur l'histoire de l'Afrique. Une forme identique de cette technologie employée en Égypte il y a 5000 ans a été utilisée par Nikola Tesla, un inventeur de technologie électrique au début des années 1900, dans une tour qu'il a construite aux États-Unis. Tesla, l'inventeur de la technologie électrique fondamentale telle que le courant alternatif, le moteur électrique, la radio, le laser ou le radar, a réussi à transmettre simultanément les sons et les images entre les continents dans la tour Wardenclyffe qu'il a construite entre 1901 et 1917. Il a utilisé une source électrique extérieure et s'est même servi de la technologie de transmission d'énergie sans fil. Tesla avait construit sa tour sur un aquifère et il a transmis les ions négatifs depuis l'aquifère vers la tour. La technologie électromagnétique utilisée dans la célèbre tour de Tesla est identique au champ électromagnétique formé dans la construction des pyramides. Les deux systèmes génèrent des ions négatifs et les transmettent sans avoir besoin de câbles électriques. Les reliefs prouvent clairement que les Égyptiens utilisaient des lampes à main alimentées par une source électrique sans fil. Ces lampes ne sont pas sans rappeler les descriptions de Nikola Tesla, qui montraient que son courant alternatif n'était pas nuisible. Lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893, Tesla a allumé l'ampoule qu'il tenait à la main, sans utiliser de câble, en transmettant le courant alternatif à travers son corps. Sur ce relief, nous pouvons voir une antenne sans fil. Les Égyptiens ont utilisé l'antenne et l'énergie sans fil pour assurer la communication. Le relief que vous voyez à gauche est un émetteur, avec un récepteur sur la gauche. Ces preuves montrent clairement que les Égyptiens utilisaient de l'énergie sans fil pour la communication. Ce relief montre une usine de fabrication de fils.
Les fils utilisés par les Égyptiens à cette époque étaient aussi fins que ceux qui sont tissés par les machines de nos jours. Les Égyptiens ont également utilisé l'énergie électrique dans leur usine de tissage. Vu que beaucoup d'objets en or qui sont restés de l'Égypte antique étaient en fait en plaqué or. Pour obtenir une couche d'or si parfaite, il faut utiliser l'électricité. La somme des mesures électromagnétiques faites autour de la Grande Pyramide est la même que celle réalisée lors d'un orage avec éclair. Il y a un champ électromagnétique puissant autour de la Grande Pyramide. Cela peut être observé à travers une simple expérience. Si vous restez au sommet de la pyramide avec une bouteille enveloppée dans un tissu mouillé, des étincelles sortent de la bouteille comme si on était sur le sommet d'une bobine à haute tension. Quel est l'homme qui a découvert l'électricité? L'homme qui a eu l'électricité ou bien qui a produit l'électricité, qui a découvert l'électricité, on va vous dire ici que le premier à expérimenter le principe d'électricité est Thalès de Milan. Donc Thalès, le philosophe Thalès, philosophe et savant de la Grèce antique, aux alentours de moins 600 avant JC. On vous apprend qu'il y avait déjà un homme qui avait expérimenté le principe d'électricité, connu sous le nom de Thalès. Mais quand vous tapez là la biographie de Thalès, parce que Thalès, on sait que c'était dans la Grèce antique, donc on veut vous faire croire que c'était les Européens ou un Européen qui a découvert le mécanisme vibratoire de l'électricité. Et que avant cette découverte, il n'y avait pas d'électricité en Afrique, il n'y avait pas, aucune personne, aucun homme n'a pu découvrir, tout simplement, expérimenter le principe de l'électricité en Afrique. Donc, en cela, ils vont venir se moquer de Gims un peu partout dans les médias, dans les réseaux sociaux, en disant que mieux vaudrait pour toi de chanter, tu ne peux pas entrer dans la science, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé dans les temps d'autrefois. Avant de vous démontrer, une bonne fois pour toutes, s'il y a eu l'électricité en Afrique ou pas, on va d'abord s'arrêter sur ce fameux Thalès, parce que, comme je dis, c'est quelqu'un qui, selon sa biographie, avait une grande connaissance, a apporté beaucoup en Europe, même beaucoup dans le monde. Mais la question de savoir, quand on parle de la connaissance d'une personne, quand on parle de son instruction, il faut d'abord voir la source de son savoir, la source de sa connaissance. Pour cela, toujours dans la même biographie de ce Thalès, de Milan, on vous dit ici, philosophe de la nature, il passe pour avoir effectué un séjour en Égypte, où il aurait été initié aux sciences égyptiennes. Donc, on vous apprend que Thalès est bel et bien allé en Afrique, donc en Égypte, et c'était des Noirs, parce qu'ils vont venir changer l'histoire. Bon, c'était des Noirs, de même qu'il y a eu d'autres, Pythagore, et ainsi de suite, mais ils ne sont pas des Thalès. Il est bel et bien allé en Afrique, il a été initié par les Égyptiens, donc par des Noirs, des Africains, dans une grande science, et c'est là-bas qu'il a appris beaucoup de choses. Et aussi chez les Babyloniens. Et j'avais déjà démontré que la Babylone antique, c'était dans l'Afrique ancestrale. Contrairement, ils vont dire en Irak, ils vont changer les lieux de naissance, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que Thalès, selon les historiens, ils vont vous dire que c'était le premier homme, la première personne, en tout cas européenne, qui avait expérimenté le principe de cité. C'est qu'il a appris toutes ces choses en Afrique. Ici, nous allons parler de l'électricité, l'origine même de l'électricité en Afrique. Il y avait bel et bien eu l'électricité en Afrique. Gims, en tout cas, dans ses propos qu'il y avait l'électricité en Afrique, dans l'Antiquité, ceci était vrai. Et même au-delà même de l'Antiquité, il y avait déjà l'électricité en Afrique. On va vous le démontrer.